Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, j'ai fait un sondage sur ma chaîne pour savoir de quoi nous allions parler. De toute façon, il était question de plateformes de streaming. Vous avez voté, le peuple s'est exprimé, du moins ceux qui ont vu le sondage se sont exprimés. Et on va donc parler aujourd'hui de la série Peripheral qui est sortie sur Prime Video, enfin qui a commencé sur Prime Video il y a quelques semaines. Moi je l'ai suivi chaque semaine, sortie d'épisodes. Là on est à mi-parcours en fait, ça fait 4 épisodes, les 4 premiers sont sortis. Et je pense qu'il est temps, de la même façon qu'on l'a fait pour Andor par exemple, de faire un point. Est-ce que cette série vaut le coup ou pas? Est-ce que regarder ces 4 premiers épisodes m'a donné envie de continuer la série, de quoi ça parle, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. Alors, Peripheral est, comme je vous l'ai dit, une sortie qui a débuté sur Prime Video il y a quelques semaines, puisque les 2 premiers épisodes sont sortis le 21 octobre 2022 sur la plateforme. Depuis ce jour, un épisode sort chaque vendredi, et ce jusqu'au 2 décembre, pour la sortie du 8e et donc dernier épisode de la saison 1. Il faut savoir que chaque épisode est plutôt long, puisqu'il dure entre 55-60 minutes et plus de 70 minutes, donc 1h10. C'est assez rare pour des épisodes de série, en général on est sur 45 minutes, 1h, c'est déjà très bien. Ensuite on a les exceptions, Stranger Things 4, on en avait parlé, etc., où on fait des trucs de 2h, machin bidule. Pour une série classique de 8 épisodes, 1h10, c'est une très bonne et très importante durée d'épisode. Et comme le nom de la série ne l'indique pas forcément, mais l'affiche, oui, nous sommes sur des thématiques de SF, donc de science-fiction, et également, plus originales, de thriller. Donc pour une série, on peut pas parler particulièrement de réalisateurs principaux, on a en général 1 ou 2 réalisateurs différents pour les épisodes. Par contre, on a des producteurs exécutifs qui sont vraiment à la tête du projet et qui vont diriger et créer la cohérence sur toute la saison. Et là, les 2 producteurs exécutifs, ce sont ceux qui vont travailler sur Westworld. C'est Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, que j'adore, sur lequel je vous ai fait une vidéo pour parler d'Interstellar. D'ailleurs, Jonathan Nolan a fait le scénario d'Interstellar et est accompagné ici sur cette série de sa femme, Lisa Joy. Alors, chez les Nolan, on travaille souvent en famille, c'est ainsi que Jonathan Nolan, notre scénariste, et Christopher Nolan, le réalisateur, ont travaillé ensemble sur de très nombreux films qu'ils ont en commun. Tout d'abord Memento, qui était l'adaptation d'une nouvelle qu'avait écrite Jonathan Nolan dans sa jeunesse. Puis en 2006, Le Prestige, qui est excellent. Puis ensuite la trilogie des Dark Knight, avec Batman Begins en 2005. Alors Jonathan Nolan n'a pas été crédité, mais il a travaillé sur le scénario et il a beaucoup aidé son frère. Puis ensuite sur The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Surtout, en 2014, ils ont travaillé ensemble pour le génialissime film Interstellar dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. Jonathan Nolan, au-delà des projets cinématographiques, des films qu'il fait avec son frère, il travaille aussi beaucoup sur des séries. Il était notamment de 2011 à 2016 derrière la série Person of Interest, puis de 2016 à 2022. On nous a annoncé récemment que la série ne serait pas reconduite et qu'il n'y aurait pas de saison 5 sur Westworld, donc de la saison 1 à la saison 4. S'il n'a pas travaillé avec son frère sur Westworld, il a par contre travaillé avec sa femme Lisa Joy, qui a donc travaillé sur la série avec lui. Ils ont aussi fait un film en commun qui est le film Réminiscence en 2021. Et de son côté, elle était derrière la série Burn Notice, qui est une série d'espionnage qui a eu cours de 2009 à 2011. Ce sont tous les 2 des réalisateurs et scénaristes passionnés et ils nous dévoilent donc cette année, en 2022, leur nouveau projet qui est The Peripheral. Alors The Peripheral, c'est l'adaptation d'un livre de 2014 par un monsieur qui est l'un des écrivains de SF et notamment de ce qu'on appelle le genre cyberpunk. Alors je ne suis pas une spécialiste, si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers l'excellente chaîne de Horizon Universe qui parle bien mieux que moi des livres de science-fiction, mais en tout cas apparemment il est derrière un genre qu'on appelle le genre cyberpunk. C'est l'écrivain William Gibson qui est un Canadien qui travaille donc sur la société post-industrielle, sur le futur proche, sur la dystopie, sur le lien entre l'homme et les techs, sur les dérives de la tech, des cybertechnologies, etc. Tout ce qu'il produit quasiment tourne autour de ces sujets, soit d'anticipation, soit de science-fiction. Son ouvrage le plus connu et le plus récompensé, il est sorti en 1984, il s'intitule Neuromancer, il a ensuite mené plusieurs séries, et The Peripheral est une de ses dernières productions, puisqu'elle est sortie en 2014, et que c'est 4 ans plus tard, en 2018, que Amazon en a racheté les droits pour pouvoir l'adapter. Alors The Peripheral, pour le moment, il n'y a qu'un seul tome, mais par contre, il fait 486
pages et il est construit en plusieurs périodes et plusieurs étapes pour les personnages, donc on peut imaginer qu'il y aura probablement plusieurs adaptations si la saison 1 rencontre du succès. Mais de quoi nous parle cette histoire, me direz-vous? Nous sommes dans un futur proche puisque nous sommes en 2030. On est plongé dans une Amérique rurale qui commence à être petit à petit irriguée de nouvelles technologies, des imprimantes 3D, des vélos électriques, des casques de réalité virtuelle, etc., etc. Dans cette ambiance, on va suivre Flynn Fisher, qui est une jeune fille qui travaille dans un magasin d'imprimantes 3D, qui est devenu une façon totalement habituelle de consommer. Quand on a besoin de quelque chose, plutôt que de le commander, on demande à aller se le faire imprimer dans ce genre de magasin. On voit vraiment une grande proximité avec notre réalité, avec juste quoi, quelques années d'avance en fait. Flynn Fisher, elle vit avec sa mère et son frère. Sa mère est malade et son frère, lui, souffre de traumas neurologiques puisqu'il a servi en tant que marine dans l'armée et dans le cadre de sa formation en tant que marine, on lui a installé des haptiques qui sont des espèces d'implants numériques. Là encore, on est sur ce mélange subtil avec ces nouvelles technologies qui lui permet d'augmenter ses capacités physiques mais qui, semble-t-il, lui ont causé certains traumas. Donc la famille a un peu de difficultés, ils ont pas trop de moyens, et surtout Flynn qui participe à ramener de l'argent à la maison. Or Flynn, elle a une capacité un petit peu particulière, c'est qu'elle est très très douée pour les jeux et les situations en réalité virtuelle, donc elle se fait payer par certaines personnes pour les accompagner dans les jeux, gagner des missions, etc. C'est un petit peu des petits à côté qui lui permettent de remplir ses fins de mois. Or, elle et son frère, ils vont être contactés par une entreprise pour tester un nouveau module de réalité virtuelle, un nouveau casque de réalité virtuelle et un nouveau monde virtuel, et c'est là que commencent pour Flynn des révélations qui vont bouleverser son quotidien, qui vont l'entraîner dans un thriller et dans une enquête à travers différents mondes et différents espaces. Bref, de quoi vous faire tourner la tête. Au casting, en premier rôle, on retrouve Chloé Grace Moretz, qui est une actrice extrêmement connue aujourd'hui, que personnellement j'apprécie, mais que je trouve très inégale en fonction des films. Personnellement, je l'avais découverte dans le film Kick-Ass en 2010, où elle était excellente, et par ailleurs le film était très bon. La même année, elle a incarné l'héroïne dans Laisse-moi entrer. La version américaine de Morse dont on a parlé dans mon top 10 vampire, elle a également joué, encore film vampire, dans le film Dark Shadows de Tim Burton. Et plus récemment, on en a parlé dans une vidéo, puisque l'année dernière est apparue dans le film Mother Android sur Netflix, qui pour le coup était très imparfait, enfin je vous renvoie à ma vidéo, mais c'était vraiment assez particulier. On était encore dans de la science-fiction, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ambiances et les mêmes thématiques que la série dont on parle aujourd'hui. À ses côtés, pour incarner son frère, on retrouve Jack Raynor. Alors Jack Raynor, il a notamment joué dans la saga Transformers. En 2019, il était dans le film Midsommar, le très connu Midsommar de Ari Aster. Et en 2017, il était dans le film Grand H de Cédric Jimenez, dont on a déjà parlé sur la chaîne, puisqu'il a sorti très récemment son film Novembre, et je vous ai fait une vidéo dessus. Jack Raynor, c'est un acteur que personnellement j'apprécie pas particulièrement, il est pas mauvais, il est pas bon, en fait il me laisse neutre. Et pour compléter le trio, nous avons également Gary Carr, qui avait notamment joué dans la série Downton Abbey, et qu'on a pu voir en 2019 dans Manhattan Lockdown. D'une manière générale, il y a beaucoup d'autres personnages, on a un casting qui est assez diversifié, mais pas avec tant de têtes d'affiche que ça, à part Chloé Grace Moretz. Donc c'est vraiment elle qui porte la série littéralement, elle est le personnage principal et elle est aussi celle qu'on voit le plus à l'écran et qui nous permet de naviguer entre les mondes et de comprendre un petit peu ces différentes réalités. Alors avant de vous donner mon avis, je vous rappelle tout de même qu'à ce jour, seuls 4 épisodes de la série sont sortis, donc cette vidéo est un bilan de mi-parcours sur les 8 épisodes que devrait compter au total la saison 1. Donc évidemment, tout ce que je vais dire sur la direction artistique, le rythme, la musique, etc. ne relève que des 4 épisodes que j'ai pu découvrir. Je n'ai pas pu en voir plus, je n'ai toujours pas des dons de voyance. Donc si ça se trouve, la série va devenir incroyablement géniale ou incroyablement nulle juste après mon avis dans l'épisode 5 qui sortira la semaine prochaine, mais je ne suis pas au courant, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Alors, commençons dès à présent, et comme d'habitude, par la direction artistique. C'est incroyablement beau! C'est pour ça que j'ai commencé la série, parce que j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit « Oh mon dieu, c'est joli !» C'est très beau. Il y a de magnifiques plans, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs mondes, puisqu'il y a cette idée de réalité virtuelle, etc. On a plusieurs mondes qui cohabitent, qui n'ont pas du tout la même identité visuelle. C'est très agréable de passer d'un monde à l'autre, d'autant que chaque monde est particulièrement bien développé. D'un côté, on a le monde que j'appellerais le monde de Flynn, pour pas vous en dire plus que cela, le monde où elle évolue initialement dans le premier épisode, qui est très proche de nous, comme je vous l'ai dit, mais avec plein de petites touches de technologie supplémentaires, plein de petits détails extrêmement réalistes. Ça pourrait vraiment, là il se projette dans le 2030, ça pourrait vraiment être nous dans 6 ans. C'est-à-dire que les imprimantes 3D, les vélos électriques, les véhicules électriques, les armements électriques, même les espèces d'haptiques qu'a son frère, donc les implants numériques, en soi, on n'est pas très loin de pouvoir les développer, donc c'est vraiment une réalité qui est extrêmement proche de nous. Et quasiment tous ces moments-là sont tournés dans la réalité, et ça se ressent, c'est-à-dire que la façon dont ils ont allié ces espèces de nouvelles technologies avec le monde réel, c'est très élégant et c'est très appréciable, et notamment dans l'épisode 2 avec toute l'histoire des voitures, et si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, je trouve que c'est super bien mélangé,
de quelques petits effets spéciaux, quelques petits accessoires supplémentaires, quelques trucs un petit peu de technologie beaucoup plus avancée que nous, avec un monde qui est réel et qui nous parle. C'est très agréable à voir, il y a un côté un petit peu photographique d'ailleurs, puisqu'on a comme des plans qui s'animent, c'est plein de vie, c'est pas du tout immobile. Des fois quand je emploie le terme photographie, je parle de décors qui sont sublimes mais immobiles, comme dans Rings of Power par exemple. Là non, c'est plein de vie, c'est plein de détails, c'est plein de fourmillements, mais si tu mets sur pause, t'as un très très beau tableau d'anticipation. Et moi j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose que j'avais vu par exemple dans la série Tales from the Loop et que j'apprécie beaucoup. Alors Tales from the Loop c'est beaucoup plus contemplatif que la série dont je vous parle ici, mais on a un peu le même esprit d'une sorte d'alliance entre notre quotidien actuel et des nouvelles technologies. Et de l'autre côté, on a l'autre monde, pareil, je vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir en regardant la série, qui lui est extrêmement futuriste et très très visuel aussi, très photographique également, va beaucoup plus loin visuellement, je pense à la façon dont sont fait les routes, les voitures, l'usage des QR codes, etc. Il y a aussi des espèces d'androïdes. Il y a quelque chose d'assez grandiose visuellement, moi j'ai été éblouie lors du premier épisode quand j'ai découvert cette espèce d'univers parce que il y a un côté vraiment grandiose et vraiment impressionnant visuellement qui est très impactant dans le premier épisode. Après un peu moins, on va en parler, mais il y a vraiment ce côté grandiose et visuellement c'est très beau. Les effets spéciaux sont extrêmement propres, on sait en fait que c'est des fonds verts, mais comme on est dans une réalité virtuelle dans l'histoire, c'est pas gênant. C'est pas gênant que ça passe pas de 100% vrai en fait, parce que c'est pas 100% vrai dans l'histoire qu'on nous raconte. Et ça c'est vraiment charmant. Et de la même façon que dans Westworld, je trouve qu'ils abordent de façon assez intelligente ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Donc la vallée de l'étrange, c'est une théorie qui a été développée par un roboticien japonais en 1970. Il s'appelait Masahiro Mori. Il s'est rendu compte en fait que plus un androïde nous ressemble, plus ses défauts nous paraissent horribles et monstrueux et nous mettent mal à l'aise et ont un aspect malsain. C'est une thématique qui est énormément développée dans la série Westworld et qui est encore une fois là abordée. Alors c'est pas du tout le centre du sujet, mais on aura quand même ce sentiment de vallée de l'étrange et d'espèce de malaise face à certaines technologies qui nous paraissent trop proches tout en étant artificielles et en notre cerveau s'exhaler. J'adore aborder ce genre de thématique. Il y a aussi un très beau travail sur les costumes notamment, sur les cheveux, sur les environnements, sur l'architecture. Il y a une vraie réflexion sur le cadre. Et en plus, ils font preuve d'audace parce qu'ils nous font du gore. Alors moi, généralement, dans ce genre de série, c'est pas ce à quoi je m'attends. Quand je suis pas devant un film d'horreur, je m'attends pas à avoir du trashouille. Et j'ai eu du trashouille. J'étais bien contente. En plus, c'est bien fait. Et ils y vont crûment. Ils s'assument. Ils y vont jusqu'au bout, j'ai apprécié de s'imposer comme ça, de dire à ce moment-là dans notre scénario il y a du gore, on monte du gore, et pas d'être un petit peu la fesse entre deux chaises, vouloir montrer mais pas trop. Ça j'ai vraiment apprécié. Après je me doute que ça va déranger certains, surtout que ça touche les yeux, et je sais que ça dérange beaucoup d'entre vous, mais moi j'ai trouvé que au moins ils assument leur choix scénaristique jusqu'au bout visuellement, et c'est un choix que je respecte. Autre chose qui est très appréciable, le générique. Il est très bon. La musique est géniale, visuellement il est super, je l'ai pas zappé une seule fois, je l'ai regardé toutes les semaines, je le trouve superbe. Il a quelque chose de fascinant, avec un aspect un peu malsain, un peu sombre. Je trouve qu'en fait, il représente plutôt bien la série de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est-à-dire le côté thriller un peu tortueux, un peu sombre, la confrontation à la technologie, la réflexion sur les technologies et leur impact sur notre vie, etc., sur notre avenir. Il y a vraiment tout ça dans ce générique, mais de façon complètement insinuée, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu avances dans les épisodes, mieux tu comprends les choix qui ont été faits dans le générique, mais d'une manière générale, je le trouve très beau et très pertinent, et c'est agréable de le regarder sans avoir à le passer, malgré le fait qu'il soit plutôt long. Autre point que j'apprécie beaucoup, la musique. Alors malheureusement, la musique est surtout telle que je vais vous la décrire dans le premier et le second épisode. Étonnamment, dans les 3 et 4, c'est beaucoup moins présent. J'espère que ça va revenir parce que c'est quelque chose que j'ai apprécié. La musique est grinçante, malaisante, malsaine, bizarre. Elle te met extrêmement mal à l'aise, elle est oscillante, comme si elle essayait de te jouer d'essayer de te manipuler et de te laisser emporter par l'univers. Je l'ai trouvée extrêmement bien écrite, extrêmement bien rythmée par rapport au cut des scènes, etc., par rapport au changement d'un monde à l'autre. Alors malheureusement, comme je vous le dis, c'est surtout dans le premier et le second épisode, et puis plus trop dans le 3 et le 4, et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a des moments c'est orchestral, il y a des moments c'est très intense, et il y a des moments, il y a cet aspect malaise, j'étais presque dans quelque chose d'un petit peu horrifique, d'un petit peu épouvante, d'un petit peu malsain, et j'ai bien aimé, et je trouve ça dommage qu'il soit parti sur autre chose. En soi, il y a un basculement entre l'épisode 2 et l'épisode 3, puisqu'il y a des révélations, l'histoire devient différente, on va en reparler un peu plus loin. Je trouve ça quand même dommage d'avoir délaissé cette ambiance musicale que je trouvais pourtant très appréciable. C'est là qu'on en arrive au rythme, et malheureusement, du coup, je vais un peu revenir à ce que je vous ai dit sur la musique, il y a des coupures de rythme entre le premier épisode, qui est éblouissant. Vraiment, le premier épisode, c'est... on prend plein les yeux, tu as plein de questions, tu veux savoir plein de choses. Vraiment, je trouvais que le premier épisode était extrêmement embarquant. Et à partir du 2, on entre dans un ventre mou qui dure jusqu'au 4,
et qui marque un tournant pour la série, c'est-à-dire que les 2 premiers épisodes s'inscrivent dans un espèce d'aspect un petit peu SF, simulation, etc. Et ensuite, on passe beaucoup plus dans le 3 et le 4 dans un aspect un peu thriller noir, si vous voulez. C'est un peu dommage, je trouve, parce que ce qui était développé dans le premier épisode était très intéressant. La façon dont il était rythmé, avec l'accompagnement musical, le mystère extrêmement épais, le côté un petit peu incertitude en fait de nos personnages était très intéressant dans le premier épisode. Dans le second épisode, ça c'est complètement cassé par une scène d'action très conventionnelle, scène de guerre quoi, boum boum, ça se tire dessus, machin, t'es là en mode c'est pas du tout le propos que vous m'avez développé dans le premier épisode. Tout ce qui est subtil, léger, insinué et mystérieux dans le premier épisode, et bourrin et grossier dans le début du second, je sais pas sur quel pied danser. Ensuite le second revient un petit peu plus sur les fondamentaux, on reparle un petit peu de cet univers, des questions de l'héroïne, etc. On n'a pas trop de réponses, mais on change quand même de thématique puisqu'on passe d'un espèce de mystère cybernétique à un thriller où on a une personne disparue. En fait, la série brûle un peu les étapes sans jamais trop nous expliquer ce qui se passe et sans jamais trop poser ses enjeux. Heureusement, le personnage de Chloé Grace Moretz est assez attachant et elle joue plutôt bien. Donc je m'accroche à elle et puis je m'accroche aux questions et à mon envie d'en connaître plus sur l'univers. Mais j'avoue que entre l'épisode 1 et 2 et la découverte le premier jour, le 21 octobre, et ensuite l'épisode 3, l'épisode 4, je me suis un peu fait violence en me disant bon, il y a eu un changement bizarre, je pense qu'ils vont revenir sur leurs pieds, je pense qu'on va me reparler un petit peu des questions que j'ai sur l'univers, et l'épisode 4 quand même recentre un petit peu le sujet et nous fait des révélations. Mais je trouve que honnêtement le rythme de la série est pas terrible. T'as un changement de thématique et des changements de ton, des changements de musique, des changements de façon de concevoir l'univers qui sont déstabilisantes et qui sont pas justifiés par le scénario, et le scénario t'explique pas pourquoi des montagnes russes un peu, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup, bon, en plus d'être un peu mou à l'épisode 2 et à l'épisode 3, et d'être beaucoup plus conventionnel que l'épisode 1 et l'épisode 4, du coup j'avais pas forcément envie, je l'avoue, après avoir vu l'épisode 2 qui était et l'épisode 3 qui était de me lancer dans l'épisode 4 la semaine suivante. Je me suis dit que quand même la série m'en avait mis plein la vue à l'ouverture et que je voulais en savoir plus, mais c'est dommage quand même. En nous apportant aucune réelle explication, alors soit tu nous expliques rien et tu dis démerde-toi, c'est le mystère, et dans ce cas-là ce qui donne envie à ton viewer de rester, c'est qu'il pense qu'à un moment il va avoir des réponses, soit si tu te poses pour expliquer, t'expliques, mais là ils nous font des explications où ils disent littéralement je sais pas comment ça marche. Non, abstenez-vous, juste nous mettez pas de scène d'explication si vous avez rien à expliquer, enfin c'est un peu frustrant en plus. Et en plus la conséquence directe c'est que la tangibilité de l'univers, déjà on accepte quand même beaucoup de choses dans l'épisode 1, l'aspect futuriste, la simulation, le machin, le truc. En plus, quand on en arrive du coup à l'épisode 2 voire 3, la tangibilité de l'univers est très faible, parce qu'on a essayé de nous apporter des explications qui font pas sens ou qui n'en étaient pas. Du coup t'as plus rien qui est vraiment très logique, et ça c'est dommage, parce que en soi la série a un vrai potentiel. Et ce potentiel ne se révèle qu'à l'épisode 4 où enfin, à la fin d'épisode 4, on nous pose des enjeux. Devant ma télé, j'étais en mode voilà, c'était ça qu'on voulait depuis le départ. Faut attendre l'épisode 4. Sauf que ça fait déjà 4 heures et des bananes. Et ça fait 4 heures que vous nous envoyez d'un côté de l'autre sans rien nous dire. Donc enfin, à l'épisode 4, on a des enjeux. Donc enfin, je re-rentre dans mon truc et ça commence à faire sens pour moi, mais je trouve quand même qu'il y a un problème de rythme dans la gestion du scénario et de l'avancée des intrigues, et aussi dans le changement de genre. On passe d'un aspect hyper cybernétique, technologie, simulation, à un thriller un peu basique. C'est dommage. Donc si je fais le bilan, oui, le rythme est très irrégulier, et c'est vraiment embêtant en visionnage, surtout pour des gens qui sont derrière la série Westworld. Alors en soi, vous me direz, la série Westworld, il y a des moments qui sont un peu ennuyants, notamment la saison 2, donc au final, non, c'est pas surprenant. Mais bon, pour des gens qui bossent pour HBO c'est quand même des pros de la série, ils nous ont fait House of the Dragon qui était absolument incroyable. Avoir autant de difficultés dans la gestion de rythme et dans la construction de l'univers et dans la construction des personnages, c'est quand même embêtant. Maintenant, heureusement, tout cela est rattrapé par l'univers qui est éblouissant, notamment au premier épisode, mais voilà, ça revient d'épisode en épisode, même si c'est un peu mou, on en apprend un peu plus, on en voit un peu plus, et puis tout ce détail, toute cette intelligence qu'ils ont mis dans la façon de percevoir cette anticipation et cette science-fiction, moi je trouve ça super savoureux et super agréable, et c'est ça qui me fait revenir en fait à l'épisode suivant. Ça et le jeu d'actrice de Chloé Grace Moretz qui porte quand même la série à bout de bras, qui la porte complètement. Hein, vraiment, c'est le seul vraiment personnage porteur de la série. Le fait qu'on en apprenne un peu plus sur les autres personnages, même si c'est assez faible, on commence quand même dès l'épisode 3 à avoir un petit peu plus de construction d'univers. Et puis il y a quand même un mystère et une enquête, et moi je suis curieuse de nature. Mais bon, j'avoue que le rythme est pas convaincant. Maintenant, je pense que je vais quand même continuer la série parce que l'épisode 4 était encourageant et qu'on a vraiment des vrais enjeux. Et le pire, c'est que ces vrais enjeux-là sont super intéressants. Donc
Pourquoi vous m'avez pas balancé ça dès l'épisode 3, on va dire? Exposition pour l'épisode 1, développement pour l'épisode 2, épisode 3, dépôt des enjeux pour me donner envie de rester jusqu'à la fin, parce que là, ça a un peu traîné. Heureusement, ils se sont ressaisis, donc j'ai quand même hâte de découvrir l'épisode 5. Par contre, tous les trucs où ils disent que c'est l'héritier de Westworld, ou que c'est une série qui détrône Ring of Power, alors il y a aucun luxe et aucune prétention à avoir de dire que tu détrônes Ring of Power, sachant que c'était l'une des plus grosses déceptions de l'année. Pour le coup, il y avait tellement de défauts, je vous renvoie à ma vidéo, que c'est pas difficile de faire mieux. Par contre, détrôner Westworld, là pour le moment, bon courage. Je considère pas que pour le moment ce soit l'héritier de Westworld. Il y a du potentiel, mais au niveau rythme, ça va pas du tout, donc à voir quelles résolutions et quelles explications, et vraies explications tangibles, ils vont nous proposer, parce que pour le moment, c'est vraiment pas à la hauteur de la construction et de l'intelligence et de la beauté de Westworld, et de la finesse intellectuelle et philosophique qu'ils ont mis dans le scénario et la construction de Westworld. Mais je suis pas inquiète, honnêtement, j'ai confiance dans le travail de Jonathan Nolan et de sa femme, donc je suis pas inquiète. Je suis juste dans l'expectative, et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue sur les épisodes 3 et le début de l'épisode 4. Maintenant que je vois un petit peu où je mets les pieds et que l'échiquier s'est éclairci, j'ai envie d'en savoir plus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à partir de la sortie de cette vidéo, donc à partir de cette semaine, on se retrouve tous les dimanches à 16h pour un avis rapide, donc sous forme de short de 1 minute sur l'épisode, celui qui vient de sortir, de Périphéral. Donc le premier rendez-vous, ce sera ce dimanche pour l'épisode 5 qui sort donc vendredi, et puis chaque semaine jusqu'à la fin de la série, c'est-à-dire jusqu'au 2 décembre. J'aime bien faire des petits avis rapides, vous le savez, et puis ça nous permet, maintenant qu'on a fait le bilan ensemble, de suivre la série. Si vous n'avez pas encore regardé les 4 premiers épisodes et que vous voulez découvrir la série et qu'on la suive ensemble, et bah du coup vous avez le week-end pour faire votre rattrapage. Si vous êtes à jour comme moi, on se dit rendez-vous dimanche pour nos impressions sur ce nouvel épisode. Dans tous les cas, je vous recommande quand même la série parce que je trouve qu'il y a une originalité et une grande beauté dans la réalisation des décors et des détails qui sont apportés à l'univers. Même si c'est pour le moment pas parfait, on reste dans l'expectative pour la suite, mais j'ai espoir. Voilà, je dirais que personnellement j'ai espoir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de mi-parcours sur la série The Peripheral jusqu'au bout. Je rappelle quand même que ça ne concernait que les épisodes 1 à 4, mais j'ai très hâte de partager avec vous mon avis sur l'épisode 5 ce dimanche. Si vous avez vu la série, si vous l'avez pas vue, si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire juste en dessous ou juste me dire que vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo d'ailleurs, vous pouvez également mettre un petit like. Pareil, ça fait plaisir à voir et puis ça m'encourage dans ce que je fais. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, et activer la cloche pour être tenu au courant des vidéos, des posts communautaires et des avis rapides sous forme de short comme ceux qu'on va faire sur la série Périphéral. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être un rattrapage des 4 premiers épisodes de The Peripheral. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. We don't talk about Bruno, no. Oh merde. Alors est-ce que c'est mieux de tout fermer jusqu'en haut? Je l'ai. Ah oui, alors non, faut raccourcir là. Ah, c'est cute. J'adore. Bref, je vous dis tout. Après le générique, on se retrouve juste après. Ah, ça fait du bien. Regardez, c'est un nouveau mug. C'est ma maman qui me l'a acheté pendant les vacances. C'était un mug avec du chocolat dedans, c'était vendu chez le chocolatier. Il y en a même sur Lens. Il est trop beau, je crois que je vais l'utiliser toute l'année, même si c'est pas l'automne, je m'en fiche. Depuis ce jour, un épisode cyber... J'ai plus de batterie, ça arrête pas de clignoter, j'ai cru que j'arriverais pas à tout enregistrer jusqu'à la fin. Oui, j'ai parlé vite je crois à la fin parce que j'étais stressée. Ah, je suis contente de vous avoir fait ce bilan. J'espère qu'on suivra la vidéo, j'espère qu'on suivra la série ensemble. Parce que honnêtement, j'ai eu une petite baisse de régime sur l'épisode 3, je vous l'ai dit. Donc le fait... Et voilà, ma batterie a lâché. Comme prévu.